La diète cétogène, le jus détox sur 7 jours, le jeûne hydrique. On a tous vu ça et on a tous vu les résultats. Souvent une perte de poids spectaculaire en quelques jours, suivie d'une reprise encore plus spectaculaire quelques semaines plus tard. Du coup, la conclusion que l'industrie du fitness a tirée de tout ça, c'est perdre du poids vite, c'est mauvais. Perdez lentement, 0,5 kg par semaine maximum. Surtout ne brusquez rien, la patience est une vertu. Et si cette conclusion, finalement, elle était fausse. Pas partiellement fausse, mais fondamentalement fausse. Et dans cette vidéo, on va regarder ce que la science dit vraiment sur la perte de poids rapide. On va pas se soucier des opinions, on va pas se soucier des dogmes, on va se soucier tout simplement des données. On va parler de ce qui fait qu'un régime rapide échoue et ce qui peut le rendre non seulement efficace, mais dans certains contextes, supérieur à une approche lente. On va parler du PSMF, le Protein Sparing Modified Fast, et de comment on peut perdre de la graisse à une vitesse impressionnante sans perdre un gramme de muscle. Et on va également parler de la mécanique réelle de l'adaptation métabolique, ce qui se passe vraiment dans votre corps quand vous mangez peu, pour que vous sachiez exactement comment finalement naviguer dans tout ça pour vous et pour vos clients si vous êtes coach sportif. C'est une vidéo qui va être relativement dense, donc restez bien jusqu'au bout. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, vous me connaissez sûrement sous le nom de The Prep Dad, j'ai un master en sciences de la nutrition et plus de 60 qualifications justement dans ces domaines-là, le fitness et la nutrition, et j'accompagne chaque année des centaines de coachs avec mon accompagnement The Prep Dad Mastermind, le seul accompagnement francophone qui permet aux coachs sportifs de voir 3 domaines extrêmement importants: les systèmes de coaching, le business de coaching et les connaissances de coaching, et on va voir ce dernier pilier un petit peu aujourd'hui. Évidemment, si vous êtes intéressé, le lien est dans la description, et avant que cette vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner, ça me soutient énormément. Ce type de vidéo me prend énormément de temps à faire, donc j'attends votre soutien, et évidemment, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, on doit parler de la distinction la plus importante et l'une des plus ignorées dans le coaching populaire, même si vous êtes peut-être au courant si vous la regardez. La perte de poids et la perte de graisse ne sont absolument pas la même chose. Quand quelqu'un commence un régime, n'importe lequel, les premières semaines montrent souvent une perte de poids impressionnante. 2, 3, parfois 4 à 5 kg en une semaine. Cette perte, elle est réelle sur la balance, mais elle n'est pas réelle sur le tissu adipeux. Ce que vous perdez ces premières semaines, c'est principalement du glycogène musculaire et hépatique. C'est-à-dire que chaque gramme de glycogène en fait stocké, il est accompagné de 3 à 4 grammes d'eau. En fait, une réduction des glucides alimentaires vide rapidement ces stocks, ce qui peut représenter 1,5 à 2 kg de poids perdu avant même que la lipolyse ait démarré sérieusement. Également, vous allez perdre de l'eau liée à l'inflammation, à la rétention sodique. En fait, un changement alimentaire, même modéré, réduit souvent en fait la rétention hydrique. Et ce qu'il faut se dire encore une fois, c'est que c'est pas de la graisse, c'est pas du muscle, c'est tout simplement de l'eau. Et également, on voit que les individus viennent perdre du contenu intestinal. En fait, manger moins signifie moins de contenu en transit. Et la masse intestinale, elle peut représenter souvent 0,5 à 1,5 kg selon les individus. Et comprendre ça, c'est crucial pour 2 raisons. La première, c'est que si vous êtes coach, ça vous permet de calibrer les attentes de vos clients correctement. La semaine 1, elle va montrer une perte impressionnante. La semaine 3 ou 4, quand l'eau et le glycogène ont été perdus, la balance est ralentie et peut-être que le client il va paniquer. Si vous n'avez pas expliqué ça en avance quand vous êtes coach, il pense que quelque chose ne va pas. Et la deuxième, c'est que ça change votre façon de mesurer les progrès. En fait, la balance, c'est un outil, c'est pas l'outil. Les photos, les mensurations, les performances, la composition corporelle estimée, ce sont des données complémentaires indispensables. La règle de base, c'est que la perte de graisse pure en déficit calorique a suit approximativement la règle des 7700 kcal par kilogramme de tissu adipeux. En fait, un déficit de 700 kcal par jour sur une semaine, c'est environ 500 grammes de graisse pure. Tout ce qui dépasse ça sur la balance, souvent, c'est autre chose. Maintenant, il faudrait se demander, quand est-ce que la perte de poids rapide, elle est réellement justifiée? Et avant de parler de méthode, il faut poser le cadre des indications. Parce que la perte rapide, c'est pas une stratégie en fait universelle, mais c'est une stratégie contextuelle. Déjà, on a les athlètes de sport à catégorie de poids, les judokas, les haltérophiles, les lutteurs, les boxeurs, ils doivent parfois perdre 3 à 7 kg en quelques semaines avant une compétition. Et donc la question souvent, c'est pas est-ce optimal, mais comment le faire avec le moins de dommages possible. Également, il y a un deuxième cas, et ça c'est un peu plus triste, c'est les compétiteurs en bodybuilding en retard de préparation. En fait, 12 semaines avant une compétition et 8 kg de trop. Un déficit standard de 500 kcal par jour, il va pas suffire, donc il va falloir aller plus vite et avec les bons outils. Également, le troisième cas, dont on parle hélas pas beaucoup, c'est tout simplement les personnes fortement en surpoids. Quelqu'un avec 40 kg à perdre, un déficit agressif au départ, il va produire des résultats motivants qui améliorent
l'adhésion globale sur la durée. Et la contrainte métabolique, elle est très différente de quelqu'un déjà mince. Et également, il y a un autre cas, c'est ce que j'appellerais les phases de démarrage. Une perte initiale rapide, en fait, elle peut créer ce qu'on appelle un buy-in motivationnel suffisamment fort pour ancrer des habitudes durables. Et c'est quelque chose qui est également documenté, c'est pas uniquement de l'anecdote de coaching ce que je vous donne là. En fait, dans tout ce contexte, la question c'est pas est-ce que je dois perdre vite, mais la question c'est comment je perds vite sans perdre ce qui ne doit pas être perdu. Et maintenant que je vous ai introduit ces notions, j'aimerais casser un petit peu un mythe, et c'est celui du métabolisme détruit. Le fameux « si tu perds trop vite, tu vas détruire ton métabolisme ». C'est probablement la phrase la plus répétée dans le coaching nutritionnel, notamment sur les réseaux sociaux. Et elle contient une part de vérité. Mais cette part de vérité, elle est présentée d'une façon qui la rend trompeuse. Oui, un déficit calorique agressif produit une adaptation métabolique. On en parlera un petit peu plus loin dans la vidéo. Mais cette adaptation n'est pas une destruction permanente. Elle n'est pas irréversible. Et dans certaines configurations, elle n'est pas significativement pire que ce que produit un déficit modéré étalé sur plus longtemps. En fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la durée d'exposition au déficit compte autant que son intensité. Si vous perdez 6 kg en 4 semaines de déficit versus 6 kg en 12 semaines de déficit modéré, vous avez fait passer 3 fois moins de temps en restriction. Et donc l'adaptation métabolique totale, elle peut sûrement être comparable, voire inférieure dans le scénario rapide. Dites-vous une chose, ce n'est pas l'intensité du déficit seul qui produit l'adaptation métabolique, c'est l'intensité multipliée par la durée. Un déficit court et agressif peut produire moins d'adaptation totale qu'un déficit long à modéré, à condition évidemment d'avoir les bons outils pour préserver la masse musculaire. J'avais d'ailleurs une étude de Nakers et collaborateurs qui était intéressante à citer ici, et elle avait comparé 3 groupes, c'était une perte de poids rapide, modérée et lente. Et les résultats, ils étaient un petit peu contre-intuitifs. En fait, le groupe ayant perdu du poids le plus vite a démontré une meilleure adhésion au programme, un meilleur taux de complétion des suivis, et une meilleure maintenance de la perte de poids à 1 an. Et en fait, l'interprétation logique, ça serait que des résultats en fait visibles rapidement renforcent la motivation. La motivation renforce l'adhésion. Et l'adhésion à long terme, c'est le facteur numéro 1 de succès dans n'importe quelle stratégie de perte de poids. Alors ce que je vous dis là, c'est pas un argument pour dire que la perte de poids rapide est toujours supérieure. Mais c'est un argument pour dire que le dogme de lent c'est toujours mieux n'est pas soutenu par la science. Alors maintenant, ce qu'il faudrait se demander, c'est pourquoi les régimes, souvent on va dire cétogènes ou extrêmes, ou les jus détox échouent-ils. Et en fait, c'est pas parce qu'ils sont rapides, mais c'est parce qu'ils ignorent 2 variables critiques. La première variable, vous la connaissez, ce sont les protéines. Ces régimes, en fait, sont pauvres en protéines. Alors pas le régime cétogène, mais notamment les régimes détox, et souvent dramatiquement pauvres. Et sans protéines suffisantes en déficit, vous ne perdez pas seulement de la graisse, vous perdez du muscle. Et c'est cette perte musculaire qui détruit réellement le métabolisme, parce que le muscle est le tissu métaboliquement le plus actif de votre corps. La deuxième variable souvent négligée dans ces programmes, c'est le signal d'entraînement. Ces régimes, souvent, sont accompagnés d'aucun stimulus d'entraînement en résistance. Et en fait, sans signal de rétention musculaire, le corps n'a aucune raison de préserver la masse maigre en restriction sévère. Ce sont ces 2 absences qui expliquent l'échec, c'est pas la vitesse en elle-même. Maintenant, il faut évidemment rappeler la hiérarchie de la perte de graisse, et le principe absolu, ça reste le bilan énergétique. Tout commence là. Et pour certaines personnes, ça peut paraître un petit peu simpliste, mais c'est surtout fondamental, et le fondamental, ça prime toujours sur le sophistiqué. Pour perdre de la graisse, vous devez être en déficit calorique. C'est-à-dire que votre dépense énergétique totale doit être supérieure à votre apport calorique, je pense que vous le savez. C'est ce qu'on appelle une loi de la thermodynamique. Cette loi ne souffre pas d'exception. Les approches qui semblent d'ailleurs contredire ce principe. Par exemple, dire que le jeûne intermittent, ça serait supérieur, ou l'alimentation intuitive. En fait, en soi, ça ne contredit pas ce principe-là. En fait, elle crée des déficits par des mécanismes différents. Par exemple, une réduction de l'appétit, une modification de la palatabilité, une restriction temporelle. Mais le déficit, il est toujours là. Donc, la première question à se poser, si vous êtes coach avec n'importe quel client, c'est quel déficit est approprié pour son profil, son objectif et son délai. Le but, ce ne sera pas de se dire quelle méthode est la meilleure. Et donc, justement, concernant cette hiérarchie des priorités nutritionnelles en déficit, le niveau 1 de la pyramide, ça sera évidemment les calories totales, l'amplitude du déficit, c'est la variable qui détermine la vitesse de la perte, et c'est ce qu'on règle toujours en premier. Le niveau 2, ça sera les protéines. C'est ce qui détermine la composition de ce qu'on perd. Suffisamment de protéines, on perd de la graisse, pas assez, on perd aussi du muscle. Et c'est aussi la variable la plus critique après les calories. Évidemment, quand je dis on perd du muscle, c'est si on s'entraîne pas. Le niveau 3, et je pense que c'est souvent négligé, c'est la qualité du sommeil. En fait, le sommeil, ça affecte directement les hormones de la faim, la gréline et la leptine, la récupération musculaire et également la sensibilité à l'insuline. Va perdre davantage de masse grâce qu'un client qui dort peut-être 8 heures à rapport identique, du moins, je pense que la composition corporelle sera différente.
Le niveau 4, ce sont les micronutriments et les fibres. Et ça, c'est particulièrement critique en déficit agressif où la variété alimentaire est réduite. Les fibres pour la satiété et la santé intestinale et les micronutriments pour le fonctionnement hormonal et métabolique. Et le niveau 5, ça sera le timing et les compléments. En fait, ne cherchez pas à les optimiser si les niveaux 1 à 4 ne sont pas solides. Ne vous perdez pas dans le niveau 5 si les niveaux 1 et 2 ne sont pas maîtrisés. Le timing des protéines ne compense pas un apport protéique insuffisant. Les compléments ne compensent pas un déficit calorique mal calibré. Et également, je veux souligner un point concernant l'adhésion. Un régime ne fonctionne que si on s'y tient. C'est très banal dit comme ça, mais les implications pratiques sont profondes. Le meilleur plan nutritionnel théorique est inférieur à un plan légèrement sous-optimal que le client peut réellement suivre systématiquement, sans exception. Et ça signifie, si vous êtes coach, que votre choix de protocole de déficit doit intégrer la question de la faisabilité réelle dès le départ. Un déficit de 1500 calories un jour est peut-être ce qu'il faut pour atteindre l'objectif dans le délai souhaité. Mais si ce déficit est inapplicable pour ce client dans son contexte, c'est le mauvais plan. N'oubliez pas que l'art du coaching, et c'est ce qu'on apprend dans The Prep Dog Mastermind, le lien dans la description, c'est de trouver le déficit le plus agressif que le client peut réellement maintenir, et c'est pas le déficit théoriquement optimal. Maintenant que vous comprenez toutes les bases, au début de la vidéo, je vous ai parlé du PSMF. Mais qu'est-ce que le PSMF? Le PSMF, c'est le Protein Sparing Modified Fast, le jeûne modifié épargnant les protéines. Et c'est une approche développée initialement dans les années 1970 dans un contexte médical pour la prise en charge de l'obésité sévère. Elle a ensuite été popularisée et un petit peu améliorée par des auteurs comme Lyle McDonald dans ses travaux sur la composition corporelle. Le principe central, il est simple à énoncer, mais il est précis dans son exécution. En fait, on va réduire drastiquement l'apport calorique, souvent entre 600 et 1000 calories par jour selon le profil, tout en maintenant un apport protéique élevé, suffisant pour préserver la totalité de la masse musculaire. Les glucides et les lipides sont réduits au minimum fonctionnel. Les protéines représentent la grande majorité de l'apport calorique. Et donc, en fait, l'intuition derrière le PSMF, c'est si vous donnez à votre corps suffisamment de protéines, il n'a pas besoin de cataboliser, on va dire, le muscle pour obtenir des acides aminés. Il va utiliser la graisse comme source d'énergie principale. Vous perdez de la graisse, vous gardez du muscle, et la vitesse de perte, elle est limitée uniquement par votre tissu adipeux disponible. Et donc, il y a plusieurs règles à respecter. La règle numéro 1, ça sera évidemment l'apport protéique. C'est la variable la plus critique du PSMF. Et c'est d'ailleurs là que la majorité des régimes rapides, populaires, échouent. En déficit sévère, l'apport protéique recommandé pour préserver la masse musculaire est significativement plus élevé qu'en conditions normales. Les données de recherche, notamment les travaux de Helms, Phillips et leurs collaborateurs sur les athlètes en restriction calorique, pointent vers 2,3 à 3,1 g par kilogramme de masse maigre par jour en contexte de déficit important. Pour un individu de 80 kg, avec 15% de masse grasse, soit environ 68 kg de masse maigre, ça représente 156 à 210 g de protéines par jour, même à 800 kcal d'apport total. Ce niveau en fait d'apport protéique, il remplit plusieurs fonctions simultanées. Ça servira évidemment à la préservation de la masse musculaire. En fait, les protéines, elles fournissent les acides aminés nécessaires à la synthèse protéique musculaire, la MPS. Un apport suffisant maintient la balance protéique nette positive ou neutre, même en déficit calorique sévère. Également, il y a l'effet thermique élevé des protéines. En fait, les protéines, elles ont un effet thermique de 20 à 30%, c'est-à-dire que 20 à 30% de leur valeur calorique est dépensée dans leur propre digestion et assimilation. En fait, 200 g de protéines à 4 kcal par gramme, ça fait 800 kcal brut, mais seulement environ 560 à 640 kcal net. C'est un avantage métabolique qui est réel. Également, la satiété. En fait, les protéines, de ce qu'on peut voir, elles ont souvent l'effet satiétogène le plus important des macronutriments, même si c'est un petit peu en discussion dans le consensus scientifique actuel. Et donc, un apport protéique élevé réduit la sensation de faim de façon significative, ce qui est critique en fait quand l'apport calorique il est très bas. Également, il y a un intérêt au niveau de la préservation de la masse osseuse. En fait, en restriction calorique prolongée, un apport protéique insuffisant, il est associé à une perte de densité osseuse. Et c'est une conséquence à long terme que beaucoup ignorent. Ensuite, il y a une deuxième règle dans le PSMF qui est très importante. Et c'est l'entraînement en résistance. Et c'est l'autre pilier fondamental qui est contre-intuitif pour beaucoup. Parce qu'en fait, en déficit calorique sévère, l'instinct de beaucoup de gens, c'est de réduire l'intensité d'entraînement. Voire parfois de l'arrêter un petit peu. Je suis fatigué, je mange peu, je dois me ménager. Ça, figurez-vous que c'est sûrement une erreur et je vais vous expliquer pourquoi. Ce qu'il faut se dire, c'est que le muscle, il ne se préserve pas par défaut. Il va se préserver parce qu'il reçoit un signal indiquant qu'il est nécessaire. Et ce signal, c'est la tension mécanique produite par l'entraînement en résistance. Sans ce signal, en fait, le corps n'a aucune raison de maintenir
un tissu énergétiquement coûteux. Et donc la bonne nouvelle en déficit sévère, c'est vous n'avez pas besoin de beaucoup d'entraînement pour maintenir ce signal. Mais ce que vous faites doit être de haute intensité. Donc la recommandation pratique en PSMF ou en déficit sévère, c'est sûrement de réduire un petit peu le volume que vous aviez d'habitude, parce qu'en fait, en restriction calorique sévère, la récupération elle est compromise. Plus de volume souvent, c'est plus de fatigue, et c'est peut-être un risque de surentraînement. Là, on pourrait parler de surentraînement déficit agressif, et peut-être de catabolisme accru. 3-4 séances par semaine en full body, pour beaucoup de personnes, ça serait suffisant. Et tenter au maximum, évidemment, de maintenir l'intensité. Les charges doivent rester lourdes. C'est pas le moment de passer aux séries de 20 répétitions avec des charges légères. Le signal musculaire, il est proportionnel à la tension mécanique. Et la tension mécanique, elle vient souvent de charges suffisamment lourdes. Également, essayez d'espacer les séances. La récupération, elle est ralentie par le déficit calorique extrême. Entraîner un muscle avant qu'il ait récupéré dans ce contexte, c'est souvent contre-productif. Donc la règle simple, c'est qu'en PSMF, vous entraînez pour signaler la rétention musculaire, c'est pas pour progresser. L'objectif de vos séances, c'est pas d'atteindre un nouveau record à chaque fois, l'objectif, ça devrait être d'activer suffisamment le tissu musculaire pour que le corps comprenne qu'il ne doit pas le cataboliser. Il y a une autre erreur que je vois souvent en déficit sévère, et c'est souvent chez les femmes, alors chez les hommes évidemment, mais je le vois un petit peu moins, c'est souvent l'association entre cardio et perte de poids, du moins cardio intensif et perte de poids. En fait, en déficit calorique modéré, le cardio c'est un outil utile pour augmenter la dépense énergétique sans réduire davantage l'apport alimentaire. En déficit calorique sévère, par exemple un PSMF ou quelque chose de proche, ajouter un volume important de cardio, c'est problématique pour plusieurs raisons. Déjà, potentiellement, il viendrait amplifier l'adaptation métabolique. Le corps, il interprète un déficit très large, un apport faible avec une dépense élevée, comme on va dire une famine plus sévère. Et la réponse adaptative, ça sera une légère baisse encore une fois du métabolisme, une augmentation surtout des hormones cataboliques qui va venir s'intensifier. Et ça viendra compromettre la récupération. En PSMF, en fait, l'énergie disponible, elle est déjà très limitée. Le cardio, ça consomme de l'énergie qui serait autrement utilisée pour récupérer des séances d'entraînement en résistance. Et donc, le signal musculaire de rétention de cette masse, il s'en trouvera affaibli. Et ce qu'on voit également sur ce cardio à haute intensité, c'est qu'il augmente la faim sans proportionnellement augmenter la satiété. Le cardio d'intensité modérée à élevée, il stimule la gréline. Et en déficit sévère, où la faim, elle est déjà un défi, ajouter ce stimulus, c'est contre-productif pour l'adhésion. Ça signifie pas de ne pas faire de cardio, mais c'est plus qu'une marche quotidienne de 30 à 45 minutes. Elle est bénéfique pour le mental, l'augmentation totale de votre NIT, même si c'est pas exactement le NIT, et vous le savez si vous regardez les vidéos, et la santé cardiovasculaire sans produire justement des effets négatifs. Donc évitez le cardio intense et le cardio long en phase de PSMF. Maintenant vous vous posez peut-être la question de la composition de l'alimentation en PSMF. Finalement, qu'est-ce qu'on mange quand on fait un PSMF? Et la structure, elle est simple dans ses principes. Au niveau des sources protéiques maigres, on aura souvent du blanc de poulet, du blanc de dinde, du poisson blanc, des blancs d'œufs, des crevettes, du calamar, du thon en boîte, ces sources, elles fournissent des protéines à très faible densité calorique. C'est idéal pour maximiser l'apport protéique sans exploser votre budget calorique. Également, ce qu'on est en train d'avoir, c'est certains types de légumes, comme des épinards, des courgettes, du concombre, du céleri, des champignons, de la laitue, des brocolis, des haricots verts, des poivrons. Parce qu'ils vont apporter du volume, des fibres, des micronutriments et pratiquement 0 calories. Alors c'est pas 0 calories, mais vous avez compris l'idée. Ils vont être la base qui va permettre de ne pas mourir de faim. Et les lipides également au minimum fonctionnel, souvent moins de 20 grammes par jour, couvrant les besoins en acides gras essentiels et la synthèse hormonale de base. Les lipides alimentaires, en fait, ils ont peu d'importance quand le corps a d'importantes réserves de graisse corporelle à oxyder. Mais les acides gras essentiels, ils restent nécessaires. Et ensuite, par rapport aux glucides, les glucides seront au minimum fonctionnels. Petite exception peut-être pré-entraînement, quelques grammes de glucides pour maintenir un petit peu l'intensité, et souvent on parle de 5 à 15 grammes. En fait, cette petite quantité de glucides, elle préserve peut-être la performance sans couper de la lipolyse. Il y en a beaucoup qui donnaient l'astuce d'une dose de 10 grammes de glucides rapides 15 à 20 minutes avant une séance de musculation en PSMF, qui pour certaines personnes pourrait faire une différence notable sur l'intensité de la séance sans impacter négativement le déficit. Maintenant qu'on a vu ce régime, le PSMF, vous vous posez peut-être la question du mode famine. Ne va-t-on pas mourir de faim si on fait un PSMF? Il y a une étude qui est très intéressante, et c'est l'étude du Minnesota. En fait, pour comprendre les adaptations métaboliques, il faut commencer par l'étude du Minnesota de 1944-1945. Et c'est l'une des études les plus importantes et les plus éthiquement impossibles à reproduire aujourd'hui. En fait, on avait Anselki et ses collègues qui ont soumis des volontaires conscients à une restriction calorique de 1570 kcal par jour, environ 50% de leur dépense totale, pendant 24 semaines. Et l'objectif, il était de comprendre les effets de la famine pour aider les populations affamées après la guerre. Et les résultats, ils ont été révélateurs sur
plusieurs points. Déjà, le métabolisme au repos, il a chuté de 40% par rapport à la ligne de base. Et parmi ces 40%, environ 15% étaient expliqués par une adaptation métabolique pure, c'est-à-dire une baisse de la dépense énergétique au-delà de ce qui était prédit par la seule perte de masse corporelle. Également, les sujets ont développé une obsession alimentaire intense. Ils rêvaient de nourriture, ils collectionnaient des recettes, ils passaient leur soirée à imaginer des repas. Et là, ce que je vous dis, ce n'est pas une anecdote, mais c'est une réponse qui est neurobiologique, documentée à la restriction calorique prolongée. Les performances physiques et cognitives ont chuté massivement, la récupération évidemment elle était compromise, l'irritabilité et les troubles psychologiques ils étaient omniprésents. Et ce qui est important à retenir là, c'est que ces effets étaient produits par une restriction prolongée à 50% de la maintenance, sans apport protéique suffisant, sans entraînement en résistance. Mais ce n'est pas ce qui se passe dans un PSMF qui est bien mené. Maintenant, si vous vous demandez ce qui se passe hormonalement parlant, en fait, quand vous entrez en déficit significatif, votre corps, il orchestre une réponse hormonale qui est coordonnée. On a quelques acteurs principaux. On a la leptine qui est produite par le tissu adipeux proportionnellement à sa masse. En déficit, la perte de graisse réduit les niveaux de leptine. La leptine, c'est un signal central de l'état énergétique du corps. Sa baisse, elle déclenche une cascade d'adaptations. L'augmentation de la faim, la réduction du métabolisme, une baisse de l'activité thyroïdienne, et elle va baisser rapidement, en quelques jours de déficit, avant même que la masse grasse ait significativement changé. Ensuite, on a évidemment la gréline, l'hormone de la faim, sécrétée par l'estomac. Elle augmente en déficit, et d'ailleurs, donnée critique, elle reste élevée après la fin du déficit. Cette persistance de la gréline élevée, c'est un des mécanismes principaux de la reprise de poids post-régime. Également, on a les hormones thyroïdiennes que vous connaissez peut-être, la T3 est l'hormone thyroïdienne biologiquement active. Elle régule directement le taux métabolique basal. En déficit prolongé, la conversion de T4 en T3 active, elle diminue. Et donc le métabolisme au repos, il ralentit. Souvent, ce qu'on voit, c'est qu'un apport en glucides, souvent un minimum autour de 100 grammes par jour, il est nécessaire pour maintenir cette conversion. Et c'est pourquoi les régimes très bas en glucides, ils aggravent le ralentissement métabolique. Et également, on aura la testostérone. Les niveaux de testostérone, ils chutent en déficit calorique, particulièrement chez les hommes. Et ça va impacter non seulement la libido et le bien-être, mais aussi la capacité à maintenir et à construire de la masse musculaire. Plus le déficit il est sévère et prolongé, plus la chute elle sera marquée. On a aussi l'hormone dont tout le monde parle, le cortisol, l'hormone du stress qui augmente en restriction calorique. Et le cortisol, il favorise la dégradation protéique et la lipolyse. Mais il favorise aussi la rétention hydrique et l'hyperglycémie. Dans un contexte de PSMF, un cortisol chroniquement élevé peut masquer en fait la perte de graisse sur la balance, notamment due à la rétention d'eau, et favoriser le catabolisme musculaire. Ensuite, on a une autre adaptation invisible souvent qui vous empêche de perdre du poids, et c'est peut-être l'adaptation la plus sournoise et la moins comprise pour la majorité des pratiquants et des coachs. C'est le NEAT, le non-exercice activity thermogenesis. Ça désigne toute dépense énergétique liée aux activités non planifiées, c'est-à-dire marcher, s'agiter, changer de position, faire les gestes du quotidien, monter les escaliers. En déficit calorique, le corps réduit automatiquement ce NEAT pour économiser de l'énergie. Et cette réduction, elle peut être spectaculaire, potentiellement 200 à 400 kcal par jour, sans que la personne en soit consciente. Donc concrètement, votre client bougera moins sans s'en rendre compte. Il marchera peut-être plus lentement, il va peut-être moins s'agiter, il prendra l'ascenseur plutôt que les escaliers, il sera moins dynamique dans ses gestes du quotidien. Et donc l'impact, c'est qu'un déficit théorique de 700 kcal par jour peut devenir un déficit réel de 300 à 400 kcal par jour à cause de cette réduction du NEAT. Ce qui explique en grande partie pourquoi les progrès ralentissent souvent à mi-programme sans changement apparent dans l'alimentation. Et donc si vous êtes coach, il y a une implication pratique finalement, ça serait de mesurer le NEAT de façon approximative. Ça serait un nombre de pas que vous pouvez évaluer et également une évaluation subjective de l'activité quotidienne. Et ça c'est très précieux dans le suivi. Une baisse du nombre de pas hebdomadaires sans explication, ça peut signaler une adaptation finalement métabolique en cours, avant même que la balance ne stagne. Et du coup, on parle de ces adaptations, mais les coachs qui ne comprennent pas tout ce que je viens de dire là, ils ignorent souvent une chose, c'est que les adaptations métaboliques, elles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Elles dépendent significativement du taux de masse grasse de départ de la personne. Plus une personne est mince au départ, plus les adaptations métaboliques sont rapides et sévères. Le corps y perçoit une menace plus immédiate pour les réserves essentielles. Et à l'inverse, une personne fortement en surpoids a des réserves énergétiques abondantes. Donc l'adaptation métabolique, elle sera plus progressive et les conséquences hormonales d'un déficit agressif, elles sont tout simplement moins sévères. Donc concrètement,
Un compétiteur à 8% de masse grasse, voulant descendre à 5% de masse grasse, va rencontrer des adaptations métaboliques très intenses très rapidement. Et donc des refeeds et des diet breaks seront quasiment obligatoires. Une personne avec 35% de masse grasse voulant atteindre 25% de masse grasse peut soutenir un déficit plus agressif sur une durée plus longue avec des adaptations nettement moins pénalisantes. Et l'erreur fréquente, ça serait d'appliquer les mêmes recommandations de gestion du déficit au niveau de l'ampleur, de la durée, de la fréquence des refeeds à des profils finalement radicalement différents. Si vous voulez savoir comment utiliser les refeeds et les diet breaks, j'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet. Et donc, si vous voulez réussir votre PSMF, votre déficit agressif, il y a un point à prendre en compte et ce sont les suppléments. Parce qu'en régime normal et équilibré, les besoins en fait en micronutriments, ils sont généralement couverts par l'alimentation. En PSMF, l'alimentation elle est tellement restrictive, principalement du coup des protéines maigres et des légumes, que certaines carences deviennent inévitables sans supplémentation active. Et donc là, la question, ça ne sera pas la performance que vous allez avoir, mais ça sera tout simplement le fonctionnement physiologique minimal pendant la phase de restriction. Quels sont donc les compléments qui sont incontournables? Eh bien déjà, j'irais dire les acides gras essentiels, les oméga 3. En fait, en PSMF, je vous l'ai dit, les lipides, ils sont quasiment éliminés. Mais les acides gras essentiels, l'EPA et le DHA, ils ne peuvent pas être synthétisés par le corps et ils doivent être apportés par l'alimentation ou la supplémentation. Souvent, ce qu'on irait recommander, c'est 3 à 6 capsules d'huile de poisson concentrée, minimum 1 g d'EPA et de DHA concentré. Le deuxième complément qui pourrait être intéressant, dont on parle peu, ce sont les électrolytes. C'est le complément le plus critique, souvent en PSMF, et d'ailleurs le plus souvent ignoré. En fait, la restriction glucidique réduit la sécrétion d'insuline, ce qui augmente l'excrétion urinaire du sodium. Et une déplétion en électrolytes, elle produit des symptômes classiques finalement. La fatigue intense, les maux de tête, les crampes musculaires, les vertiges, le brouillard mental. Donc ce qu'on viendrait recommander, c'est souvent 3 à 5 grammes de sodium par jour, 1 à 2 grammes de potassium par jour, 300 à 500 mg de magnésium par jour. Et sans cette supplémentation, le PSMF, il est insoutenable pour beaucoup de personnes. Également, on aurait le calcium. Et le calcium, ça serait environ 600 à 1200 mg par jour. Car en PSMF, les produits laitiers ils sont généralement exclus ou très limités parce qu'il y a souvent trop de lipides ou de glucides. Le calcium, il est essentiel non seulement pour la santé osseuse, mais aussi pour la fonction musculaire et la neurotransmission. Ensuite, je vous conseillerais également un multivitamine complet, car ça serait un filet de sécurité pour les micronutriments dont on ne suit pas l'apport individuellement, comme le zinc, le fer, la vitamine B, les vitamines liposolubles. Et enfin, le dernier complément que j'ai recommandé, ça reste la créatine. Elle n'est pas obligatoire, mais elle est utile. En fait, la créatine, elle maintient la performance à l'entraînement en déficit calorique, particulièrement la puissance explosive sur les premières répétitions lourdes. Et elle maintiendra également l'hydratation cellulaire musculaire, 3 à 5 grammes par jour, et aucun protocole de charge, on va dire, nécessaire, sauf si vraiment vous débutez quand vous faites votre PSMF. Et enfin, la dernière chose à faire pour réussir le déficit agressif et ne plus écouter les dogmes et codes, et là se résoudre ce problème de l'ironie cruelle des régimes agressifs. C'est la phase la plus dangereuse, c'est pas le régime en lui-même, c'est la sortie de régime. Parce qu'après une période de restriction sévère, la réponse comportementale la plus fréquente, c'est une hyperphagie compensatoire, qu'on appelle d'ailleurs communément binge. Et ce qu'il faut surtout se dire, c'est que c'est pas un manque de volonté de la part des personnes, mais ça sera une réponse neurobiologique et hormonale prévisible. Pourquoi? Car la gréline elle est élevée, la leptine elle est basse, les circuits de récompense dopaminergiques sont hypersensibilisés aux stimuli alimentaires, et l'inhibition comportementale, la résistance à la prise alimentaire, elle est épuisée après des semaines de restriction. Donc le résultat, ça serait une prise alimentaire rapide et importante dans les jours ou les semaines suivant la fin du régime, souvent suivie d'une reprise du poids perdu, parfois plus rapide d'ailleurs que la perte. Et c'est ce pattern qui alimente justement la conviction que je vous ai dit au début, que les régimes rapides, ils fonctionnent pas. Mais le problème, c'est pas le régime, c'est la sortie du régime. Et donc on a souvent une technique que les gens utilisent, c'est le reverse dieting, la reverse diet. Ça serait augmenter les calories de façon très progressive sur plusieurs semaines ou mois après un régime. C'est d'ailleurs très populaire dans le bodybuilding. Et l'intuition en soi, elle est bonne. C'est augmenter progressivement pour rééduquer le métabolisme, réadapter le métabolisme un petit peu sans reprendre de la graisse. Mais la réalité, elle est un petit peu plus nuancée. Les données actuelles, elles suggèrent que le reverse dieting très lent ne prévient pas la reprise de poids de façon significative par rapport à un retour plus rapide à la main. Et d'ailleurs, il vient prolonger la période de restriction calorique, ce qui maintient finalement les hormones dans un état sous-optimal plus longtemps. Donc ma recommandation actuelle, basée sur les données disponibles, ça serait de remonter aux calories de maintenance relativement rapidement, sur 1 à 2 semaines, plutôt que d'étirer la phase de transition de reverse diet durant des mois. Donc le but n'est pas de remonter les calories aussi lentement que possible. Le but, c'est de stabiliser le métabolisme, de normaliser les hormones et de mettre en place des habitudes alimentaires durables. Donc un retour rapide à la maintenance, il atteint ses objectifs sans prolonger.
inutilement la restriction. Et donc j'espère que vous aurez appris de nombreuses choses dans cette vidéo. Mais j'espère surtout que vous aurez appris que la perte de poids rapide, elle n'est pas intrinsèquement mauvaise. Ce qui est mauvais, c'est la perte de poids rapide, sans protéines suffisantes et sans entraînement en résistance. Le PSMF bien conduit, il permet de perdre de la graisse à une vitesse impressionnante, tout en préservant la totalité, ou du moins la grande majorité, de la masse musculaire. Et c'est pas de la magie, c'est juste appliquer des grands principes relativement simples. Également, l'adaptation métabolique, comme on l'a vu, elle est réelle, elle est inévitable, mais elle n'est pas irréversible et elle est gérable avec les bons outils. Elle est d'ailleurs souvent bien moins grande que ce qu'on pense, et les bons outils, c'est quoi? Les refeeds, les diet breaks, la gestion intelligente également de la durée du déficit. Et la sortie du régime, elle est aussi importante que le régime lui-même, peut-être même un peu plus. Et donc, un PSMF bien conduit, suivi d'une transition mal gérée, produit la même reprise de poids qu'un régime populaire sans fondement scientifique. Pour les coachs qui regardent cette vidéo, ces connaissances, elles sont directement applicables dans votre pratique. Mais les appliquer correctement, ça demande de comprendre le profil de chaque client, son taux de masse grasse, son historique alimentaire, ses adaptations et son contexte de vie. C'est d'ailleurs précisément le type de raisonnement clinique qu'on développe dans The Prep Dead Mastermind, en fait la capacité à lire une situation, à identifier les variables pertinentes et à construire une réponse adaptée plutôt que de copier un protocole générique. Si vous êtes intéressé, le lien est dans la description. Donc si vous voulez élever vos compétences et devenir un meilleur coach, je vous encourage également à me suivre. Si vous voulez devenir un pratiquant encore plus avancé, abonnez-vous, commentez la vidéo si vous l'avez appréciée et je vous dis à très vite. Merci beaucoup.